Non, bah, ça fait plaisir quand même. Moi, j'aurais beaucoup de choses à vous demander, mais je vais essayer d'être court. La première, c'est bizarre finalement qu'on n'ait pas vendu ces porte-avions, enfin ces navires aux Russes, puisque apparemment ils ont une supériorité militaire sur nous, donc finalement on se tire presque une balle dans le pied. Donc je voulais avoir un petit commentaire de votre part là-dessus. Et puis si vous pouviez nous mixer, on va dire, le principe de Peter avec les stratèges militaires français finalement ou otaniens. Voilà, je pense que ça serait assez rigolo. Voilà, je vous remercie. Bon, alors d'abord, ce ne sont pas des porte-avions, ce sont des avions, ce sont des bateaux, les Mistral, ce sont des bateaux multirôles. Ce sont des bateaux assez uniques en leur genre, qui peuvent servir. On dit que ce sont des porte-hélicoptères. Bon, effectivement, ils peuvent accueillir des hélicoptères, mais ce sont surtout des bateaux extrêmement versatiles, qui peuvent être configurés, qui ont une grande capacité de configuration, ce qui peut leur permettre d'effectuer de multiples missions. Et ce sont des bateaux uniques en leur genre. C'est pour ça que les Russes en voulaient, j'imagine. Et en particulier, ces bateaux peuvent être configurés comme en centre de commandement flottant. Donc pour une opération maritime, ce sont des bateaux qui accueillent très bien un centre de commandement. Et je pense que c'est pour ça que les Russes voulaient les acheter et que de toute façon, je pense qu'ils les achèteront, puisque maintenant ce sont les Égyptiens qui les ont achetés. Donc ils vont pas tarder à les revendre aux Russes, j'imagine. Donc ça n'a... Si vous voulez, les Russes ont une supériorité aujourd'hui technologique en matière de guerre électronique et aussi en matière d'aviation. Hein. Donc dans les domaines les plus importants, ils ont une supériorité technologique. Ils n'ont pas le nombre encore. Bon, quoi qu'ils produisent des matériels de guerre électronique plein pot en ce moment, mais ils n'ont pas le nombre. Je veux dire, l'opération qui est menée en Syrie est quand même une opération de faible ampleur relativement à la taille de la nation russe. Donc et ils n'ont pas tous les éléments d'une marine, en particulier pour avoir une cohérence globale et totale. Donc c'est probablement pour ça qu'ils voulaient acheter nos navires. Deuxièmement, le seuil de Peters. Bon, bah, le seuil de Peters, il est valable partout. Et je pense que dans le système capitaliste, pas seulement dans l'armée, mais dans l'entreprise et partout, et en politique, que dire? Il est universel. Ah ben oui, mais je veux dire, après il y a des systèmes qui favorisent cela, et il y a des systèmes qui s'y opposent. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes méritocratiques, et puis il y a des systèmes de prébande. Nous sommes dans un système de prébande qui était au départ méritocratique et qui a complètement dérivé. Bon, il suffit de regarder notre classe politique, hein, je crois. Nous n'avons jamais eu, depuis des siècles, une classe politique d'une telle médiocrité, d'une telle inculture. Regardez nos ministres, ce sont des gens incultes, hein, en commençant par les ministres de la culture. Hein, ce sont vraiment des gens. Je crois qu'on n'a jamais été aussi bas. Donc ça, vous faites un copier-coller. Je pense que dans l'armée française, on s'en sort encore pas trop mal parce qu'il y a les grandes écoles militaires qui font que les gens sont relativement bien formés. Après, il y a des choix. Mais on s'en sort encore pas trop mal, on n'est pas trop touché. Je pense que dans l'armée américaine non plus, hein, ils sont. Il y a la haute hiérarchie. Moi, j'ai travaillé dans l'OTAN, enfin, j'ai fait des opérations en état-major dans l'OTAN, en particulier à l'époque de la Bosnie, en 96 en Italie, c'est en 96. J'étais à l'état-major OTAN à Vicenza, et j'observais les Américains, et c'est marrant parce que mon père nous disait quand j'étais jeune, il disait les Américains, enfin le peuple américain, l'Amérique a été peuplée par en gros 5% de gens d'aventuriers, de gens intelligents, machin, et le reste c'est les putes et les bagnards qu'on a envoyés là-bas. On a vidé les geôles européennes, on les a envoyés peupler le Nouveau Monde, et pareil avec les putes. En gros, bon. Il racontait ça sur le ton un peu de l'humour. Mais j'ai constaté au sein de l'armée américaine, en état-major en plus, hein, qu'effectivement il y avait des gens très très intelligents et très travailleurs, qu'ils étaient bien repérés. À haut niveau, ils sont bien formés, mais à la manière américaine, hein. C'est-à-dire, c'est pas la manière française.
Je veux dire que thèse, antithèse, synthèse, ils connaissent pas trop, mais les QCM, ils connaissent bien. C'est plutôt ça. Mais quand même, ils sont bien formés, et qu'il y avait 90%, 95% de gens qui étaient des tâcherons, quoi, monotâches. Donc, mais je pense que quand même, globalement, ils savent sélectionner leurs élites au sein de l'armée américaine. Donc, je vois, non, il n'y a pas trop d'effet de Peters dans l'armée américaine. Le général Clark, par exemple, qui a commandé l'OTAN en 1999 au moment du Kosovo, qui aujourd'hui est un des généraux qui s'insurge contre la politique américaine, et un des généraux avec le général Michael Flynn, qui a dit que Daesh était une création des États-Unis et d'Israël, est quelqu'un de bien, quoi. Et je pense qu'ils ont des... Heureusement d'ailleurs, parce que aujourd'hui, avec tous les va-t-en-guerre qu'il y a à côté du Pentagone, il y en a au Pentagone aussi, mais il y en a beaucoup dans le milieu politique, c'est souvent les généraux américains qui disent « Oh là là, il faut se calmer là, hein. On va au carton ». Et il y a beaucoup, en ce moment, il y a d'énormes discussions au sein du Pentagone, au plus haut niveau, parce que les gens sont complètement surpris de l'efficacité de l'armée russe. Et alors là, ils ont été vraiment à la fois du matériel, les missiles de croisière là, que les Russes ont tirés depuis la mer Caspienne, là, 1500 km de portée, précision 1 mètre, les Américains étaient scotchés, ils ne s'y attendaient pas du tout. Ils n'imaginaient même pas, leurs renseignements ne leur avaient même pas dit que les Russes avaient développé ces outils-là. Donc il y a des généraux, enfin pas mal même, qui calment le jeu et qui veulent éviter une troisième guerre mondiale. Donc, bon, sur l'effet de Peters, je pense que c'est partout l'effet de Peters. Hein. Je le vois plus dans l'entreprise ou dans. Bon, ça existe aussi dans l'armée, mais je pense que c'est plus le système ultralibéral qui favorise cela. Ouais. Moi, je voudrais vous faire réagir sur ce que vous disiez au début, le passage en gros, de l'art de la guerre, de la troisième dimension, donc les volumes aériens, aux quatrième dimension qui est la guerre de l'information. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas mentionné mais que j'ai entendu par ailleurs chez des analyses de Michel Serres par exemple, qui dit que ces trois espaces, X, Y et Z, forment des espaces topographiques, c'est-à-dire dans lesquels les coordonnées sont fixées, les distances parcourables, alors qu'il y a une rupture entre ces trois espaces et le quatrième espace qui est que cette quatrième dimension est un espace topologique, c'est-à-dire qu'il n'est pas caractérisé par des coordonnées fixes, mais par l'interconnexion de tous les points à un instant T. Et je voulais vous faire qu'est-ce que ça vous inspire comme... C'est à peu près ce que je disais quand je disais que l'information se déplaçait à la vitesse de la lumière, et donc le temps était la dimension structurelle de son exercice. Oui, effectivement, une chose que je n'ai pas précisée, c'est que les volumes, les territoires de la troisième dimension, déjà, on va un peu vers là, parce que même s'ils sont physiques, ce sont des territoires physiques, ils sont invisibles. Donc il y a déjà une dématérialisation des territoires de la troisième dimension du fait qu'ils sont invisibles. On ne voit pas physiquement, on voit une montagne, on voit un marécage, mais on ne voit pas un espace de détection ou un espace d'interception d'un missile. Donc il y a déjà à partir de la troisième dimension un pas qui fait que les espaces sont certes physiques, topographiques donc, mais invisibles. Et quand on passe à la quatrième dimension, c'est une dématérialisation totale. Ouais. Et ce qui nous amène à quelque chose qui est plus mentionné, qui est la guerre cybernétique. Oui. Et est-ce que vous pensez que dans l'avenir, il pourrait y avoir une substitution de la même façon que, comme vous disiez en introduction, les Grecs avaient choisi comme moyen de confrontation le choc frontal? Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que vous imaginez que dans l'avenir, les chocs entre États, par exemple, ou quelques autres entités que l'avenir nous réserve, puissent se jouer sur un terrain purement cybernétique? Oui, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Imaginons par exemple un scénario simple, que vous avez la supériorité en matière d'informatique et de pénétration des systèmes. Donc là, on est dans l'espace cybernétique.
imaginez que vous soyez capable de prendre le contrôle des systèmes adverses. C'est fini, il n'y aura pas de guerre. Imaginez que vous soyez capable de mettre un virus dans les missiles adverses, un virus qui dise mise à feu égale autodestruction. C'est terminé. Et ça, c'est sur un ordinateur que ça se joue. Donc oui, effectivement, je pense que la guerre cybernétique, c'est une prolongation de la guerre de l'information. Pour l'instant, dans la guerre de l'information, dans la guerre électronique, on est quand même dans une réalité physique. On travaille sur une onde radar, on se base sur une onde radar, on répond par une onde. Bon, il y a plusieurs techniques de brouillage de suppression. Ça s'appelle du brouillage de suppression, ce qu'ont fait les Russes, hein, de supprimer de se supprimer à la détection de l'adversaire. Il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs façons de faire, mais dans la foulée, dans la continuité de cela, il y a évidemment la guerre cybernétique, la guerre informatique, qui, si vous prenez le contrôle des systèmes adverses, si vous arrivez à neutraliser, par exemple, la force de frappe nucléaire d'un pays comme les États-Unis ou un autre, c'est terminé. Oui, il y a certaines... je pense, oui, la guerre du futur, peut-être, aura cette forme-là. Ce sera dans la continuité de ce qui s'est passé, de 2 à 3 dimensions, puis à 4 dimensions. Et là, on va au bout de la 4e, avec la maîtrise totale du système, si on a les bons informaticiens, les bons hackers et les bons ordinateurs. Si on a l'avance. Et là, c'est une guerre mathématique qui se joue. C'est celui qui a l'avantage mathématique. Cela étant, après, il y a toujours... il ne faut jamais oublier non plus, quand on pense à la dématérialisation, à toutes ces choses-là, il ne faut quand même pas oublier non plus que l'Homo sapiens sapiens est un mammifère terrestre. Fait de chair et de sang, et qu'il a des fonctions vitales, et que tout ça pourrait nous ramener à... Il pourrait y avoir aussi une marche arrière. Je veux dire, vous connaissez la phrase d'Einstein, hein, et il disait, Einstein avait dit, je ne sais pas à quoi ressemblera la 3e guerre mondiale, mais je sais que la 4e se déroulera à coups de cailloux. Donc il pourrait y avoir des retours aussi, comme ça. Donc, bon. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est dans la continuité. La guerre cybernétique est dans la continuité. À travers la guerre en Syrie, tu as pas mal parlé de l'opposition entre États-Unis et Russie, ou BRICS-OTAN, grosso merdo. Pourquoi tu penses que la France suit l'OTAN? Est-ce que c'est structurel? Est-ce que c'est dû à notre classe politique actuelle? Est-ce que c'est historique parce que ça fait des années qu'on est dans l'OTAN et qu'on n'ose pas en sortir? Qu'est-ce que tu en penses? La réponse est simple, je pense, c'est que la France est gouvernée par les États-Unis. Depuis 2007, nous n'avons plus de président de la République en France, des États-Unis. C'est pour ça qu'il faut libérer la France. Pour vous, l'intérêt des États-Unis d'avoir créé Daesh avec Israël? L'intérêt, c'était de faire tomber le régime de Bachar el-Assad. Diana Johnston, qui est une journaliste américaine de gauche, dans une intervention à une université populaire, à une université d'automne de l'UPR, c'est une table ronde que j'animais. Elle a dit une chose très simple. Elle a dit l'ennemi des États-Unis, c'est toute entité autonome, souveraine. Parce qu'un empire ne veut que des vassaux. Il ne veut pas d'ego, d'alter ego avec qui il coopère. Il veut des vassaux, point. Et les États-Unis ne veulent que des vassaux. Donc toute entité souveraine est l'ennemi des Américains. Et comme ils appellent ça, une menace pour la sécurité des États-Unis. Kadhafi voulait faire une monnaie commune, panarabique, au niveau de l'Afrique du Nord. C'est pour ça qu'il a été viré, qu'il a été tué. C'est pour ça qu'on a fait les guerres. Parce que la Libye n'avait pas de dette, donc elle n'était pas soumise aux banques anglo-saxonnes, comme nous le sommes nous. La Syrie n'avait pas de dette. L'Iran n'a pas de dette, l'Irak n'avait pas de Saddam Hussein n'avait pas de dette,
tous ces pays étaient des pays souverains, et tout pays souverain est un ennemi des États-Unis, est un ennemi du système. C'est simple. Je voulais vous remercier parce que vous m'avez appris beaucoup de choses. Je voulais vous poser une question un peu naïve parce que je ne suis pas du tout dans les connaissances de la stratégie. Mais dans nos livres d'histoire, il y avait toujours des guerres où il y avait à la fin un vainqueur, un vaincu et puis on signait des traités. Maintenant, les guerres semblent interminables. Quand je regarde ma télé, je suis ignorant en matière de guerre, mais j'apprends qu'il y a eu des milliers de bombardements sur Daesh. Et pourtant, l'adversaire supposé, enfin désigné, est toujours là. Alors, je voulais savoir si c'était pour des raisons politiques ou des raisons stratégiques que les guerres duraient. Je pense qu'il y a les deux. Ça fait partie de la stratégie du choc, du chaos. Quand on maintient le chaos dans une région, on empêche de facto que dans cette région émerge un pays souverain, une entité souveraine qui défende ses intérêts propres. Donc la stratégie, maintenir le chaos, la stratégie de guerre qui dure sans arrêt, c'est une stratégie pour maintenir le chaos dans une région, mais donc pour l'empêcher qu'il y ait une émergence d'entités souveraines. Je pense que il faut lire La stratégie du choc de Naomi Klein. C'est un bon livre qui explique pas mal ça. Alors, elle n'explique pas forcément les guerres, mais elle explique cette façon de dominer par le chaos et de profiter du chaos pour dominer. C'est un livre épais, hein, mais il se lit bien. Il passe en revue plein de situations. L'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud, la Russie, Yeltsin, etc. Des moments et des lieux où a été appliquée cette stratégie. Et bon, elle ne l'a pas écrit toute seule. Hein. Si vous lisez à la fin du bouquin, je ne sais pas combien il y a de pages de remerciements de gens qui l'ont aidé. C'est-à-dire que quand elle écrit sur l'Afrique du Sud, derrière, c'est un spécialiste de l'Afrique du Sud qui a écrit, qui lui a donné les informations, c'est évident. Donc, faut lire ce bouquin, il est intéressant. C'est une façon de dominer le monde. Quand on ne peut pas dominer le monde par la paix, comme Rome l'a fait un certain temps, avec la Pax Romana, ce qu'on appelait la Pax Romana. Quand on ne peut pas dominer le monde parce qu'on est le plus fort, on le domine par le chaos, en réduisant l'adversaire, par le chaos. La force ne va pas sans la générosité. Quand on est fort, on doit être généreux. Si on est fort sans être généreux, on n'est pas fort, on est violent. La force sans la générosité, c'est la violence. Donc quand on n'est pas capable d'être fort, eh bien on n'a plus qu'à être violent. C'est le fameux adage, la violence est le dernier... La violence est le dernier refuge de l'incompétence. Voilà. Donc cette façon de faire, en plus, montre que les États-Unis n'ont pas la capacité d'être forts. Ils sont violents. Alors, quelle est la place du coup de notre industrie aéronautique vis-à-vis de tous ces concurrents en fait? Alors, je fais une conférence sur l'industrie de défense, sur la défense française, dans laquelle je parle longuement de l'industrie. Bon, en gros, l'industrie de défense stratégique française est complètement maintenant détenue par les Allemands. En l'espace de 10 ans, ils nous l'ont piqué. Ils ont mis la main dessus, 15 ans. Ils ont mis la main dessus, bon, je l'explique dans ma conférence sur la défense. C'est un rapt, un vol, et nos politiques depuis Chirac sont responsables, sont coupables de trahison et de non-défense des intérêts de la France et du peuple français. Ça, c'est la première chose. Maintenant, heureusement que nous avons une société qui s'appelle Dassault, qui, elle, n'a pas été vampirisée et qui reste nationale. Et donc, finalement, il nous reste ce fleuron-là en France, à tel point qu'aujourd'hui, la société Dassault fabrique un avion de génération qu'on appelle 4++, le Rafale, qui est probablement le meilleur avion occidental. L'Eurofighter est une poubelle, c'est un fer à repasser.
Les avions américains sont anciens, sont les F-15, F-16 et génération 4, donc quatrième génération anciens, même s'ils sont rénovés. Les avions américains de 5e génération sont des échecs. Le F-22 est un échec technique et opérationnel. Le F-35, qui est présenté comme le NEC plus ultra, est un échec technique opérationnel colossal, bien pire que le F-22, et un gouffre financier complet. Enfin, c'est hallucinant. Et en plus, ils ont pris avec eux des otages, bien fait pour eux. Et les Anglais, les Australiens, tout ça bien fait pour eux. Les Hollandais. Donc la France, il nous reste ça quand même. Il nous reste une industrie aéronautique performante, celle de Dassault, et qui produit actuellement le meilleur avion occidental de chasse, le Rafale. Et en face, il y a le Sukhoi, donc les Russes. Je pense que le Sukhoi 35 est meilleur quand même. Et les Américains ont raté la marche de la 5e génération. Donc malgré le fait que Airbus, tout ça ait été vendu, que nos missiles balistiques, les missiles balistiques futurs de nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins soient aujourd'hui sous le contrôle allemand, que le futur satellite d'écoute électronique français en développement soit sous contrôle allemand. Donc tout ça relève de la souveraineté exclusive. Hein. Donc les Allemands ont pris la main sur des éléments qui relèvent de notre souveraineté exclusive par le biais de la société Airbus, et donc précédemment EADS. Malgré ça, il nous reste quand même encore, malgré le fait que Nexter, GIAT, et maintenant va passer sous la main des Allemands, les constructions navales, pas tout à fait encore, ça reste encore français, mais c'est mal parti. Donc il faudra récupérer ça rapidement. Mais il nous reste Dassault, qui est une société privée. Parce et familiale surtout. Il y a une société familiale. C'est ça qui a préservé Dassault. Ce n'est pas le fait que ce soit privé, c'est le fait qu'elle soit familiale. Donc ça reste dans le giron français. Oui, moi j'avais une question à propos de la situation actuelle en fait en Syrie. Parce que apparemment les Russes utilisent des systèmes de brouillage super opérationnels qui crispent un petit peu la coalition américaine. Et on n'a pas beaucoup d'infos, nous, dans le camp qui subit la propagande de guerre habituelle. Bah là, ils sont pas super bavards et ils font pas non plus les vantards en nous racontant monts et merveilles. Ils sont plutôt discrets. Est-ce que ça vient du fait qu'ils sont un peu dépassés par la situation et ils n'osent pas trop le dire? Et est-ce que ça peut laisser penser que les Russes sont en train de gagner énormément de terrain, en train de gagner en fait cette guerre dans la discrétion ici dans nos médias, et qu'à un moment donné ils vont arriver dans une situation telle de domination que en faisant un coup d'éclat multisite, ils vont montrer que voilà, ils ont à peu près conclu la situation, et que c'est pour ça que chez nous les médias n'osent pas trop en parler, parce que s'ils font les malins, ils vont prendre une veste hallucinante quand ça va arriver. Et est-ce que c'est pour bientôt? Alors, pourquoi les médias n'en parlent pas? Ouais, je pense qu'il y a une conjonction de plusieurs facteurs. D'une part, ils sont effectivement, les spécialistes qui observent les choses savent très bien ce qui se passe et ont très bien compris la supériorité technologique russe et la supériorité militaire. Donc il ne faut pas en parler. Et puis ils sont dans leur propagande, ils sont toujours dans leur logique de guerre contre la Russie. Et puis il y a aussi le fait que ces gens, je pense, vivent un peu dans leur bulle, dans leur monde, il y a une espèce d'auto-intoxication. Je pense qu'une partie des médias est sincère. Simplement, ils s'auto-intoxiquent. C'est comme l'histoire du F-35. Hein, quand vous lisez tous les articles qui sont écrits sur le F-35, alors ça fait longtemps qu'on sait que cet avion est un échec. Je veux dire, il aurait pu être arrêté il y a 10 ans. Et ça leur aurait économisé énormément d'argent. Mais ils vivent dans leur suprémacisme virtuel. Ils ont toujours l'impression d'être les meilleurs, d'être les maîtres du monde, et nos médias de faire partie du système qui est dominant et qui doit dominer le monde, comme toutou des Américains.
Et je pense qu'il y a aussi ça, il y a un aveuglement. Parce que, oui, je ne vois pas d'autre solution, parce que quand on raisonne factuellement à partir des faits et de façon logique et en dehors de tout présupposé idéologique, les choses sont simples. Mais là, je pense qu'il y a cet aveuglement et puis lié à cette propagande, quoi. Bon, nos médias, on sait bien que nos médias dominantes ne font pas de l'information, ils font de la propagande. C'est assez amusant d'ailleurs parce que dans le contexte actuel de guerre, oui, on peut dire que c'est une guerre entre la Russie et les États-Unis et ses vassaux français, anglais et autres. C'est aujourd'hui la Russie qui est en train de gagner la guerre médiatique. Les sites Sputnik et autres, je veux dire, si vous voulez avoir des infos sur ce qui se passe en Syrie, il faut lire Sputnik, Russia Today, IRIB, enfin bon, tous les médias qui sont de l'autre côté du rideau de fer, du côté de la liberté. Hein, L'URSS aujourd'hui, c'est l'UERSS, c'est l'Union Européenne qui est l'URSS. Aujourd'hui, les dissidents, ils sont à l'ouest. C'est Snowden, c'est Assange. Alors qu'il y a 30 ans, ils étaient à l'est. C'était Solzhenitsyn, Sakharov. Les Snowden, Assange, c'est les Sakharov et Solzhenitsyn d'il y a 30 ans. Donc ça a complètement changé. Aujourd'hui, la vérité, elle est à l'est et les dissidents sont à l'ouest. Ça a complètement inversé. Dans cette guerre, finalement, aujourd'hui, c'est la Russie qui gagne. La guerre de l'information, mais de la vérité. Mais sur le terrain, concrètement, il va y avoir des dénouements comment ça peut se passer en termes de bouleversement géostratégique? Ah, mais le bouleversement géostratégique, il est déjà fait. Amorcé, non, mais il est plus qu'amorcé. On a passé, le point d'inflexion. On a passé le point d'inflexion. Si vous voulez, ça va ralentir parce qu'on a déjà passé. Là, on est déjà dans le monde d'après. C'est le nouveau monde qui se dessine. Si vous voulez, la transition de phase, elle a commencé en 1998, au moment de la crise asiatique, la crise boursière asiatique. C'est là qu'on s'est aperçu que les États-Unis n'avaient pas les moyens de contrôler la monnaie dans le monde, de maîtriser ce qu'est la monnaie. Donc, on est présenté comme la superpuissance, l'hyperpuissance américaine qui allait dominer le monde. Mais en 1998, on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas capables de maîtriser la monnaie, avec la crise asiatique. Et d'ailleurs, à partir de 1998, beaucoup de pays asiatiques ont dit on ne veut plus de la Banque mondiale, on ne veut plus du FMI. Ils ont commencé à penser à un monde d'après. Le début de la transition, quand la courbe part en exponentielle, je le mets en 2008, au moment de la crise en Occident, la crise financière en Occident. Le point d'inflexion, je le situe le 3 septembre 2013. Pour moi, c'est une date décisive dont on parlera dans les livres d'histoire peut-être dans 20-30 ans. Et le 3 septembre 2013, pour moi, c'est le point d'inflexion. C'est quand technologiquement, les missiles balistiques américains ont été neutralisés. Maintenant, c'est plié. La défensive russe est supérieure à l'offensive américaine. Donc les Américains ne pourront plus jamais faire ce qu'ils veulent partout dans le monde et faire chier tout le monde à aller bombarder tout le monde. Si les Russes s'y opposent. Voilà, clairement. Et aujourd'hui, 2015, donc 2014, c'est l'année de continuité, après ce point d'inflexion, c'est l'année où les choses commencent à se cristalliser un peu, avec le discours de Poutine en juin 2014 au club de Valdai à Sochi. Clairement, il dit bon, maintenant c'est terminé. On ne discutera avec les Américains que lorsqu'ils seront revenus. On ne peut pas leur faire confiance. Ils changent tout le temps d'avis. Nous discuterons avec eux à partir du moment où ils seront revenus à des méthodes de discussion que nous imposerons, c'est-à-dire le respect des autres, c'est-à-dire le respect de la souveraineté des autres pays, etc. En fait, les règles de l'ONU, tout simplement. L'année 2015 était l'année de tous les dangers. Il y avait une menace d'embrasement, je pense, en 2015. Et maintenant, je pense que c'est terminé. Enfin, l'année 2016 est la première année qui va vers la stabilisation, vers le monde d'après. Bon, je ne vais pas parler des questions économiques, ni de la Chine, mais entre les États-Unis et la Chine, il y a un jeu
de coordination. Juste après l'affaire du 3 septembre, quelques jours après, le président chinois a déclaré qu'il va falloir dédollariser l'économie mondiale. Donc là, on voit là une stratégie économique chinoise qui vient en contrepoint d'un succès militaire russe. Et en 2007, à cette année, au mois d'avril, le pétrole sera coté à la bourse de Saint-Pétersbourg. C'est-à-dire que le pétrodollar, c'est fini. À peu près dans le même temps, l'or sera coté à la bourse de Shanghai. Ça veut dire que l'or maintenu artificiellement bas par les anglo-saxons, la relique Balpar, dont on veut plus, etc., c'est fini. En 2016, il va y avoir une remise à plat des vraies valeurs du dollar, de l'or, du pétrole, et les trois qui comptent. Et 2017 sera le début d'un monde multipolaire, post-impérial, je pense. Alors, il y aura encore des sous-tensions, mais par exemple les Turcs, là, récemment, les Turcs et les Saoudiens menacent d'envahir de faire une opération militaire sur la Syrie. Ils veulent toujours se partager le gâteau syrien. L'OTAN a déclaré, et les Russes et les Turcs disent, si on entre en guerre et si les Russes s'opposent, on invoquera l'article 5 du traité de l'OTAN pour que tout l'OTAN fasse la guerre à la Russie. Sauf que ça ne marche pas. Il y a, je crois que c'est un luxembourgeois de l'OTAN qui a dit « Ah non, ça ne marche pas parce que l'article 5, c'est un article relatif à la solidarité en cas de légitime défense. C'est-à-dire si un pays de l'OTAN est attaqué, les autres s'engagent à le défendre. Donc c'est solidarité face à une situation de légitime défense. Or là, c'est la Turquie qui veut attaquer, donc il n'y a pas de légitime défense. Donc l'OTAN dit non, on n'interviendra pas, on ne soutiendra pas. Bon, c'est de la réelle politique. Si les Russes avaient été faibles et les Américains dominants, ils ont dit oui, allez-y, on vous soutient. Mais sauf que là, devant la réalité, où ils savent qu'ils vont se prendre une tôle par les Russes, ils y vont. Du coup, ils disent non, on ne soutiendra pas, c'est pas confiant à l'article 5. Donc, si je peux me permettre, je remarque sur les évolutions politiques, il me semble un soubresaut qui peut être envisagé et qui pourrait être majeur dans la stabilité de la région. Ce serait un éventuel retour de flamme de la crise syrienne au niveau du pouvoir saoudien. Alors, l'Arabie saoudite, ça va être un gros problème. Pour plusieurs raisons. Pour moi, la première raison, c'est une raison anthropologique. C'est que l'Arabie saoudite est en pleine transition de phase d'alphabétisation et donc démographique bientôt. Je ne sais pas si vous avez lu le livre d'Emmanuel Todd et Youssef Courbage, le rendez-vous des civilisations, où il explique un modèle standard, en gros, une transition de phase de l'alphabétisation, c'est quand, à une certaine date, tous les garçons, tous les hommes de 20 ans, 50% des hommes de 20 ans sont alphabétisés. Ensuite, il y a les femmes, dans le modèle standard, dans la majorité des sociétés patriarcales, 15 ans plus tard. Et ensuite, dès que les femmes sont alphabétisées, il y a une baisse de la natalité, c'est-à-dire qu'on descend à 2 enfants par femme, en gros, c'est-à-dire le renouvellement des générations. Avec des variations selon les cas, bon, mais en gros, il y a des variations autour du modèle standard, mais en gros, ça suit à peu près ça. Et ce qui se passe, c'est qu'au moment de cette transition de l'alphabétisation, il y a une inversion des valeurs au sein de la société, en ce sens que les jeunes en savent plus que les anciens. Alors que normalement, dans une situation normale, ce sont les anciens qui apprennent aux jeunes. Mais là, comme les jeunes savent lire, donc lisent des livres, ils en savent plus que leurs parents. Donc il y a une inversion des valeurs dans la société qui fait que, généralement, ça produit des phénomènes de réaction très violents. La Révolution française correspond à ce moment de transition de phase d'alphabétisation du peuple français. Et alors ça va se faire. L'Arabie saoudite est en plein dedans en ce moment, en transition de phase d'alphabétisation.
Donc inversion des valeurs générationnelles. En plus, il y a une inversion des valeurs entre les sexes. Parce que c'est une société fortement patriarcale. Le Bédouin, les Arabes du Golfe, hein, les péninsules arabiques sont des Bédouins, qui ont, et donc ce sont des sociétés dans lesquelles ce sont les femmes qui travaillent. Je parle bien des Arabes d'Arabie Saoudite. Je ne parle pas des Berbères du Maghreb, je ne parle pas des Omanais ni des Yéménites qui sont des marins, qui n'ont rien à voir avec les Bédouins d'Arabie Saoudite. Je parle bien de ceux. Donc ce sont les femmes qui travaillent. Quand travailler, ça veut dire torcher les gosses par la cuisine, ça ne remet pas en cause l'ordre social. Mais quand travailler, ça veut dire aller à l'université et avoir des diplômes, là c'est plus pareil. Donc en plus de l'inversion des valeurs générationnelles, il va y avoir une inversion des valeurs entre les sexes. Donc à mon avis, l'Arabie Saoudite, dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, elle a une petite santé, elle va avoir de gros problèmes intérieurs, anthropologiques, de nature anthropologique. On ajoute à ça le fait que d'une part, l'Occident est en train de la lâcher, que la Russie est en train de devenir son premier partenaire commercial pour le pétrole, que la Chine va, que la Chine va devenir son premier partenaire commercial, son premier client pour le pétrole, que la Russie qui va coter le pétrole en bourse à Saint-Pétersbourg va devenir je dis pas son patron, mais son mentor. Donc l'Arabie Saoudite, d'un point de vue géopolitique, va devoir se réorienter vers la Russie pour la cotation du pétrole, et il va falloir qu'ils négocient ensemble. Le prix du pétrole, l'OPEP, tout ça, maintenant, je pense que la Russie va avoir son mot à dire. Et puis la Chine comme premier client. Je ne sais pas où ça en est, mais j'avais lu un article il y a quelques années où la Chine envisageait de construire une raffinerie de pétrole au large sur la mer Rouge, au niveau à l'altitude de Jeddah. Donc l'Arabie Saoudite elle est dans une période de grande mutation. Alors les rêves d'expansion, à mon avis, d'autant plus qu'au Yémen, elle est en train de se prendre une carte, une raclée, je veux dire, ça marche pas trop, en opération au Yémen, donc je pense que l'Arabie Saoudite mal en point. Fin de la ligne. On va prendre une dernière question, après on va s'arrêter pour l'heure. Oui. Là, d'autres questions, je ne sais pas si vous pouvez voir, il paraît que l'Arabie Saoudite s'est armée d'armes nucléaires. Oui, j'ai entendu ça, oui, acheter le Pakistan. Il paraît que ce sont quelques-uns qui sont armés d'armes. Oui, mais les armes nucléaires, ce sont des armes de dissuasion, ce sont des armes défensives, ce ne sont pas des armes offensives. La dissuasion nucléaire, alors, sauf pour les grandes puissances qui peuvent envisager des stratégies offensives. Mais quand on est un petit pays, qu'on dispose de l'arme nucléaire, on se retrouve de facto dans une stratégie de développement. Et donc dans une stratégie de dissuasion. La dissuasion, c'est une posture stratégique dont je n'ai pas parlé, parce que je n'avais pas lieu d'en parler ici, mais qui se situe entre l'offensive et les défensives. C'est une posture stratégique qui vise à renforcer une défensive jugée insuffisamment robuste par la menace de l'offensive terrorisante. C'est donc une stratégie, une posture qui utilise des modes d'action offensifs et terrorisants afin de renforcer la défensive. Donc elle est fondamentalement liée à la défensive. Et je pense que là, avec, je ne sais pas combien ils ont de tête, mais pas beaucoup, je crois qu'ils les ont achetés au Pakistan, d'après ce que j'ai vu. Je ne sais pas, je ne vois pas comment ils pourraient s'en servir d'un point de vue offensif d'une part, et d'autre part, les problèmes de l'Arabie Saoudite viendront de l'Arabie Saoudite elle-même, plus que de la situation que Finalement, il paraît que domino des États-Unis, peut-être. Oui, ça va avoir. Mais je pense que là, maintenant, si vous voulez, là, on va voir que dans les années qui viennent, ce seront la Chine et la Russie qui vont stabiliser cette région. Pour la raison que j'ai dit précédemment, personne n'a intérêt à balancer des bombes nucléaires dans la nature, ou alors faut être un malade mental. Il y en a aux États-Unis.
C'est comme ce qui arrive, hein. Il arrive tout seul. Ouais. Un petit pays qui possède quelques bombes nucléaires, bon, puis qu'est-ce qu'ils en font, je veux dire, s'ils essaient de s'en servir, ils sont rapportés des tirs des Russes, des F-500 bientôt, des F-500. Je pense que la dissuasion nucléaire, ça a un effet d'abaissement des tensions. Depuis que l'Inde et le Pakistan ont l'arme nucléaire, ils se font plus les guerres. Parce qu'ils savent que si ça monte trop haut, ça va mal finir. Donc, Donc on peut conclure cette soirée, on vous remercie encore une fois. Et puis,